Attention, moteur. La musique. Voilà. Chante. Fabien, mon chéri. Enfin, j'ai eu si peur. Pardon, non, Oui. mille excuses. Vous avez dit Fabien avant d'avoir ouvert la porte. Synchronisez-vous. Je croyais que je pouvais. Non, je pense pas. Ah bon, Je pense pas. J'aimerais mieux, hein. Elle se précipite, elle ouvre la porte, elle lui tombe dans les bras. C'est plus logique. Hein? Alors, la même chose, on reprend. Avec la musique. Vous avez remonté la musique? Oui, oui. Allons-y. Moteur, ça tourne. Musique. Chante. Fabien, mon chéri. Enfin, j'ai eu si Peu peur. importe, ça fait rien, ça fait rien. Ça fait Tout s'est rien. bien passé. C'est pour l'image, hein. Ils sont morts tous les trois. Oui, oui. Oh, je n'en pouvais plus d'attendre. Partons, mon amour. Partons vite. Monsieur Billard, depuis 17 ans, vous faites des émissions dramatiques policières à la radio. Est-il possible de parler d'une évolution dans le genre? La plupart des pièces que nous traitions à l'époque étaient découpées exactement comme du cinéma, avec un très grand nombre de petites séquences. Nous travaillions beaucoup le décor sonore, les bruitages. Nous cherchions véritablement à faire voir l'action. Et puis, à mesure que la télévision s'est développée, il nous a semblé nécessaire d'aider la radio à trouver sa propre voix en dehors de celle de la télévision. Et c'est ainsi que, peu à peu, les émissions se sont épurées, en quelque sorte, de tout ce contenu, de tout ce décor sonore. Le texte a pris de plus en plus d'importance, le jeu des comédiens de plus en plus d'importance, et finalement, nous aboutissons à des actions plus psychologiques que proprement matérielles, si vous voulez, avec un nombre de personnages de plus en plus réduit. Évidemment, dans cette conception, il reste encore des choix possibles. On peut continuer la formule des enquêtes policières, des problèmes policiers, suivant la bonne vieille tradition anglaise, ou bien alors s'orienter vers des actions plus psychologiques, où finalement les pièces ne sont presque même plus policières, dans la mesure où le plus souvent la police n'intervient même pas. C'est une action psychologique qui peut se terminer par un crime, et tout se situe, si vous voulez, avant le début de l'enquête policière. Bon, alors on va attaquer tout de suite la première scène. C'est moi, ça. Oui, Lotz et Juliette. Oui. Bon, je te demandais d'abord, parce qu'on se mette bien d'accord sur ce personnage-là. Oui. Pour toi, il y a une ambiguïté quelconque pour elle, enfin, vis-à-vis de lui. Est-ce qu'elle joue un jeu au départ ou quoi? Bien sûr. Oui. Elle est surprise. C'est une femme. La femme d'un grand bourgeois, finalement, oui. enfin d'un brasseur Oui. d'affaires. Oui. Elle trompe son mari. Et elle trompe son monde. Et elle trompe son monde, Oui, exactement. d'accord. Mais justement, avec lui, tu vois, je voudrais que les choses arrivent, si tu veux, assez naturellement. Enfin, qu'on sente presque qu'elle pourrait être dans le coup, qu'elle accepte au début. Tu es d'accord? Oui, non, mais pas tout à fait, parce que Pas tout à fait. c'est un inconnu. Oui. Elle ne le connaît pas. Oui, Hein? d'entrée, mais Bon. après, quand il commence à lui Alors, expliquer un petit peu les une choses. femme un peu digne n'accepte pas la Ouais, conversation ouais. si facilement avec D'accord. un inconnu. Bon. Tu Ça, vois? ça, c'est- Alors ça, c'est la première partie, c'est Oui. la réserve. D'accord. Et à partir du moment où l'autre lui a donné des gages, lui a montré qu'il savait des tas de choses, et en particulier qu'elle trompait son mari, qu'il connaissait le nom de son amant, etc., et qu'il lui propose un marché, somme toute intéressant, alors là, tout doucement, elle entre dans le jeu. Madame Spinelli, Qui êtes-vous? je m'appelle Lotz. Simon Lotz. J'ai à vous parler. Je vous prie de m'accorder quelques minutes. Je n'ai pas le temps, je suis pressée. Non, il ne me faut que 10 minutes. Ce que j'ai à vous dire est très important pour vous. Je suis attendue, je regrette. Je veux vous parler de votre mari et de Fabien Sorel. Il est préférable que notre conversation reste sans témoin. Ne soyez pas si sûr de vous. Je vous préviens que je ne me laisse pas impressionner facilement. Au moindre geste suspect, je suis très capable d'ameuter le quartier.
et de vous valoir quelques ennuis. Ne menacez pas, Juliette, je me laisse impressionner encore moins facilement que vous. Mais soyez rassurée, je n'en veux ni à votre vie, ni au peu qu'il vous reste de vertu. Si c'est pour m'insulter que vous êtes là, je vous conseille de partir. Et vite. Je ne crois pas pour le moment avoir besoin de vos conseils. Et je ne vous insulte pas, je vous montre seulement que je sais qui vous êtes. Et la politesse ne semble pas être votre qualité dominante. Mon souci n'est pas de faire preuve de politesse, mais d'efficacité. Je suis pressé, je vous l'ai dit. Que voulez-vous? Vous proposez mes services. Chantage, hein? C'est ça? Non. Non, pas chantage. Meurtre. Quoi? Je suis venu vous offrir de faire disparaître votre mari. Mais alors comment procédez-vous pour réaliser ces émissions? Quel est l'outil qui sert à fabriquer une émission dramatique comme celle-là? À mon avis, c'est d'abord le stylo et le papier blanc. C'est-à-dire que le principal travail est un travail de rédaction, d'écriture, qui doit associer un certain nombre d'auteurs qui possèdent un certain métier pour produire d'abord un drame qui soit valable. Et c'est ça le plus difficile, finalement. Songez qu'une émission comme celle qui passe sur les antennes, qui dure 1 heure, est réalisée en studio dans un après-midi de travail avec les comédiens, plus 4 heures de montage, ce qui ne fait pas énorme, alors qu'il faut au moins 1 mois ou 1 mois et demi de travail assidu et quotidien à un auteur pour sortir ce qui n'est pas autre chose qu'une pièce de théâtre qui dure 1 heure. Après tout, c'est un délai normal. Évidemment, ce travail avec les auteurs est certainement la partie la plus intéressante de cette production. Mais alors ces auteurs vous apportent des scénarios et des manuscrits tout préparés? Ça arrive, mais c'est bien rare. Le plus souvent, les choses se passent de façon toute différente. Un auteur me téléphone parce qu'il a une idée d'une pièce. Alors nous discutons de cette idée. Et puis, il prépare un premier petit synopsis, une ébauche de scénario. Et puis, il me l'envoie, ou bien nous en parlons quand nous rencontrons. Et puis, la construction se continue. Et au bout d'un moment, nous sommes prêts pour attaquer la phase de la rédaction définitive des dialogues. Alors, l'auteur travaille seul, cette fois, chez lui, sur ces dialogues, qu'il m'envoie, et sur lesquels, peut-être, il m'arrive de faire quelques corrections. D'accord avec l'auteur, bien sûr. Après quoi, quand le texte est définitivement établi, nous pouvons passer à la dernière phase, qui est celle de la réalisation. C'est très peu de choses, en fin de compte. À 1 heure de l'après-midi, les acteurs arrivent en studio, aucun d'eux n'a lu la pièce. Et à 8 heures du soir, la pièce est entièrement enregistrée. Vous voyez comme c'est vite fait. Mais de 1 heure à 8 heures, c'est très court. Vous savez, nous avons la chance à Paris d'avoir un certain nombre d'acteurs merveilleux, extrêmement rapides, extrêmement spontanés, et c'est avec ceux-là seuls qu'il est possible de faire de la radio vivante, telle que nous cherchons à la faire dans une série comme Le Mystère. Les acteurs, donc, lisent à 1 heure, ils arrivent, ils n'ont aucune connaissance de la pièce. Ils lisent la pièce, tous ensemble. Je leur donne de temps en temps quelques petites indications d'ensemble. Ne te précipite pas. Oui, d'accord. Hein? Puis de temps en temps, et ça c'est normal, aide-toi en regardant, jetant un coup d'œil sur Bertrand plutôt que sur ta brochure. Hein? D'accord, non mais excusez-moi. Mais il n'y a pas de mal. Non, puis c'est très vache à faire d'entrer comme ça dans un tout petit truc au bout d'une pièce. Ah oui, ça c'est tough. Et puis, immédiatement, nous commençons l'enregistrement. Et pratiquement, comme le style actuel de l'émission ne suppose pas tellement de bruitage, pas tellement de problèmes techniques à régler, tout repose sur la spontanéité du jeu des acteurs. Il faut dire que nous avons cette grande chance à la radio d'être privés de l'image et que les acteurs peuvent lire leurs textes. Certains sont d'ailleurs d'une habileté diabolique pour lire leurs textes. Un des problèmes, c'est par exemple, pour lire les textes, de tourner les pages sans faire de bruit. Mais certains sont des gens extraordinaires pour tourner les pages sans faire de bruit. Voyez-vous, ce sont des petits problèmes comme ça qui peuvent souvent nous arrêter. Alors, on est à bord d'un canot à moteur en pleine mer. Ah là là.
Oui, ça va vous poser des petits problèmes. Vous entendrez le bruit du canot qui vous sera donné là, qui vous aidera à avoir le ton, à monter un peu la voix. Il y a du vent, il y a le fameux ton de plein air. Hein. C'est ça, oui. Bon. Alors, il y a un problème aussi de synchronisation entre... Où est Noël, le bruiteur? Le voilà, Noël. Dans la scène du canot, il y a un problème important pour nous de synchroniser avec les mouvements des acteurs les coups de revolver que tu as tirés. Oui. Hein? Alors là, c'est pas extrêmement difficile, mais il faudra bien vous regarder et vous synchroniser au maximum. Hein? Et puis alors, dis-toi bien que le type qui reçoit un coup de revolver, en dehors du bruit du revolver, ça ne fait d'effet que dans la mesure où il accuse le coup d'une certaine manière quand même. Oui. Alors il ne s'agit pas de mourir comme au théâtre, mais quand même de réagir. Comme ça, maintenant, accélérez. Très bien, parfait. Bon, maintenant, alors, on va faire un petit essai de coup de feu. Oui. Là où tu te trouves. On va les préenregistrer, hein. Oui. Pour ne pas gêner les acteurs, c'est mauvais pour les oreilles. Alors, on l'enregistre. Attention, tu partiras aussi. D'abord un coup. 2. 2. Et 2 fois 1. 2 fois 1. J'ai rempli mon contrat. Je vais remplir le mien. À côté de mes 2 valises. Le porte-document, c'est pour vous. Oui, vous permettez que je vérifie? Vérifiez. Salaud! Écoutez-moi bien, Lotz. Moi aussi, je tire juste. Et ce pistolet vous aura cassé en 2 avant que vos fesses aient décollé de la banquette. Si vous amorcez un mouvement, un seul, le plus léger. Alors si vous tenez à vivre 15 ou 20 secondes encore, laissez vos mains où elles sont. Que je vois l'un de vos doigts se déplacer d'1 centimètre et je vous abats. Votre piège était savant et j'ai manqué de peu d'y être précipité. C'est pourtant moi qui aurai le dernier mot. Vous êtes battu. Vous n'aurez travaillé que pour moi. Et votre seul salaire sera une balle dans le ventre. Vous avez failli me brûler la main, monsieur Spinelli. À courte distance, une cartouche à blanc peut arracher la peau, vous savez. Non, tout de suite. Il n'y avait qu'une cartouche à balle dans mon pistolet. Le reste du chargeur était inoffensif. Sans quoi, je ne vous l'aurais pas abandonné l'autre soir. Vous avez pourtant dit que je pense à tout. Les mains en l'air! Celui-ci est chargé pour de bon. Vous ne tirez pas. Je n'ai pas l'argent avec moi. Si vous tirez, vous perdez 3 millions. J'irai chercher l'argent moi-même. Un casier de consigne automatique se ferme avec une clé qui porte un numéro. Cette clé, il faut bien que vous l'ayez. Ne tirez pas! Mais si, je vais tirer. Il y a 3 millions dans vos bagages. Et vous êtes déjà porté pour mort par la gendarmerie maritime. L'occasion est trop belle, non? Ne tirez pas! Bien. Aide-moi, fouillons-le. La clé n'est pas sur lui. Comment peux-tu le savoir? Je le sais.